Europe 1. Marion Lagardère pour la revue de presse. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et dans la presse ce matin, une ribambelle de polémiques. Oui, après Tex et les femmes battues, Alain Finkielkraut et les noms sous chiens. Hier, c'est le footballeur Antoine Griezmann qui a fait réagir. Sur le Huffington Post, Alexandra Millard résume l'affaire. Griezmann a posté une photo de lui, visiblement déguisé en basketteur. Problème, le joueur, le joueur a maquillé son visage et son corps en noir, ce que beaucoup d'internautes n'ont pas hésité à qualifier de pratique raciste. Face au tollé, conclut la journaliste, il a finalement retiré l'image incriminée. Alors ce matin, on trouve quelques analyses comme celle de l'équipe qui y voit un problème de communication de la part de Griezmann. Dans le Figaro, Vincent Trémollet-Devilliers fustige lui Twitter, nouveau pilori numérique. Et dans la Charente Libre, Maurice Bontinck regrette une France trop bienveillante pour tolérer le moindre écart. Rendez-nous le mauvais goût, lance-t-il dans son édito. Et puis on trouve aussi beaucoup d'articles pédagogiques pour comprendre en quoi se déguiser en noir, c'est raciste. Dans le gratuit 20 minutes, par exemple, l'historien Nicolas Bancel retrace l'histoire du blackface. Historiquement, c'était des sketchs apparus aux États-Unis vers la fin du XVIIIe siècle où des comiques blancs se grimaient en noir pour entretenir l'image d'être grotesques et mal éduqués. Sur le site BuzzFeed, Jules Darmanin ajoute que ces caricatures touchent aussi d'autres discriminations. Par exemple, le yellow face pour les personnes asiatiques et le Jew face pour les caricatures antisémites. Enfin, il y a aussi le très complet résumé de Cécile Bouanchot sur lemonde.fr qui, en plus des références historiques, explique pourquoi basketteur, c'est un déguisement alors qu'une couleur de peau, ça ne l'est pas. Parce que se grimer en noir, conclut le sociologue Éric Fassin, c'est faire fi de l'expérience vécue par les personnes noires et pour cause, le maquillage s'enlève. Or, être noir, ce n'est pas un travestissement, c'est une condition prise dans une histoire raciale. Voilà autant de journaux qui sont tous d'accord pour dire que ce que révèle cette polémique, c'est surtout une méconnaissance des références historiques. Se grimer en noir, est-ce raciste ? On y reviendra tout à l'heure avec Raphaël Enthoven. Autre titre ce matin, Marion, l'entrée de l'extrême droite au gouvernement en Autriche qui, elle, ne fait pas polémique. Oui, 6 membres du parti FPO ont donc été nommés ministres par le nouveau chancelier Sebastian Kurz et les Autrichiens ont accepté l'affaire sans broncher, résume Laurent Baudin dans l'Alsace, comme si c'était banal. 5000 personnes ont manifesté hier à Vienne, dit-il. En 2000, ils étaient 250 000 contre Jörg Haider. Indifférence en Autriche, indifférence aussi en Europe, comme le relève Nicolas Bétou dans le quotidien L'Opinion. S'il fallait une seule preuve que l'Europe politique n'existe pas, écrit-il, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Bruxelles depuis ses nominations. Rien. Aucune réaction forte, aucun avertissement, rien. Quel contraste avec l'ascension de Jörg Haider il y a 17 ans. Les dirigeants européens s'étaient alors bruyamment émus. Ils avaient décidé de sanctions, mais les temps ont changé. Les temps ont changé, note également Olivier Pirot dans la Nouvelle République, parce que Viktor Orban est au pouvoir en Hongrie, en Pologne c'est le PIS et en République tchèque, Andrej Babis, un président surnommé le Trump tchèque. Il n'y a pas de réaction forte parce que l'Europe est plus tolérante vis-à-vis des partis d'extrême droite. Analyse à lire sur Mediapart qui a interrogé Martin Hasselmayer, chercheur en sciences politiques à l'université de Vienne. D'abord, il y a une forme d'habitude, dit-il. Aujourd'hui, le FPO est totalement intégré à notre paysage politique. Ça fait longtemps maintenant qu'il a opéré sa mue en partie normale. Et puis, disons qu'un certain consensus anti-migrants se dégage de la population autrichienne. Martin Hasselmayer qui rappelle les grandes lignes du programme du FPO, supprimer les allocations pour les demandeurs d'asile, leur confisquer tout argent liquide dès leur arrivée sur le territoire. Et puis il y a aussi la question des frontières et celle de la préférence nationale dans la politique familiale. Un éclairage à lire donc sur le site de Mediapart. Ça c'est pour l'Autriche, mais si on pousse un peu plus à l'Est, la Russie fait aussi parler ce matin. Oui, avec le lancement hier soir de sa chaîne de télé Russia Today, RT en France. Un lancement sur fond de polémique, titre Les Échos. Pourquoi ? Parce que les connaisseurs de la Russie estiment que RT est le bras armé du Kremlin, écrivent Les Échos. Des critiques qui affirment également qu'elle relaie aisément théorie du complot et fake news. La chaîne vise souvent à dénoncer un Occident dégénéré. RT monte par exemple en épingle tout incident lié à l'islam en accusant les médias occidentaux d'autocensure. Le tout, conclut le journal, assaisonné de sensationnalisme. Une chaîne qui sait que ses contenus sont sous surveillance, ajoute La Croix, qui rappelle qu'Emmanuel Macron, en fin de campagne présidentielle, avait accusé RT d'avoir produit des
contre-vérités sur sa personne. La Croix note enfin qu'en Angleterre, où Russia Today a déjà une antenne, le CSA local lui a adressé 4 avertissements, de quoi expliquer l'existence donc de la polémique et mettre en lumière la différence entre informer et influencer. Pour terminer, une dernière polémique pour la route. Oui, de la vraie bonne polémique, Patrick, qui va vous mettre le repas de Noël à l'envers. La raclette avec ou sans charcuterie, non? C'est pas ça, non? On n'est pas loin de la raclette, mais c'est le ski qui n'est pas écolo. Article à lire sur le site de l'Obs qui explique pourquoi ce tourisme est une pollution. Témoignage de Véronique, 66 ans, qui s'insurge notamment contre les saignées pratiquées dans la forêt pour ouvrir des pistes. Même si j'habite en Isère, dit-elle, je ne skie plus. L'impact sur l'écosystème montagnard est trop énorme. Les stations de ski ont de grosses répercussions sur les ressources, l'air, l'eau, les sols et la végétation, ajoute Carmen De Jong, professeure en hydrologie. Un impact plus fort aujourd'hui à cause de la neige artificielle. Pour la produire, d'importants volumes d'eau sont prélevés dans les lacs et les rivières. Les zones humides dans les Alpes ont été réduites de 70%. L'article pointe les glissements de terrain plus fréquents qu'avant dans les glaciers, mais aussi les émissions de CO2. Et enfin, pour enfoncer le clou, la Croix nous apprend au détour d'une enquête sur les plastiques qu'un forfait de ski met environ 1000 ans pour se dégrader. 1000 ans. Autrement dit, bien plus longtemps que la durée de vie d'une petite polémique sur Twitter. Et ça devrait vous faire causer à Noël. Merci à vous, Marion Lagardère. Europe 1.